cette conférence de Québec Océan et vous présenter Margot Péririn qui va vous parler de son travail de thèse de doctorat qu'elle effectue au l'Océan, au laboratoire d'océanographie et du climat de l'Université Sorbonne à Paris, sous la supervision de Sakina Dorothée Ayata et la co-supervision de moi-même ici à l'Université Laval. Donc, Margot en est à la fin de sa première année de doctorat. Elle est venue nous rendre visite pendant 6 semaines cet été pour effectuer un stage ici. Lors de son doctorat, elle travaille sur l'approche très fonctionnelle des communautés médolo-planctoniques, zooplancton arctique, essentiellement en Nord-Atlantique. Et l'originalité de son travail, c'est d'essayer de combiner des approches par trait qui viennent des analyses de omics, donc génomiques, etc., des analyses d'images, et de mieux comprendre comment la caractérisation des traits fonctionnels de ces communautés nous permettra de mieux comprendre la fonction de ces écosystèmes. Ici, elle doit prendre un angle assez particulier, qui est d'essayer de faire le lien entre les caractéristiques morphologiques des copépodes arctiques et les caractéristiques morphologiques des particules inertes, dont une certaine proportion est composée des pelotes fécales produites par ces copépodes. Sans plus attendre, je laisse la parole à Margot. Merci. Donc bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus. Donc comme l'a dit Fred, aujourd'hui je vais vous présenter quelques résultats préliminaires par rapport au lien qu'on peut faire et qu'on peut observer entre la morphologie des copépodes et l'export de carbone en passant par la morphologie des pelotes. Donc cette étude se place dans le contexte de la baie de Baffin, donc se situe juste ici entre le Groenland et le Canada. C'est une zone qui est très structurée par des gradients de masse d'eau. On a dans un premier temps ici qui remontent de l'Atlantique, qui sont plutôt chaudes et salées, qui remontent le long du Groenland. Et de l'autre côté de la baie, on va avoir au contraire des eaux plutôt froides et moins salées qui vont descendre le long de la côte canadienne. À ce gradient, cette différence de masse d'eau s'ajoute en plus le phénomène de fonte de glace qui a lieu à peu près en juin et qui part de l'est de la baie jusqu'à l'ouest. Et la fonte de cette glace va permettre donc une arrivée de lumière importante dans la couche de surface et donc ça va créer un bloom phytoplanctonique important qui va fertiliser tout l'écosystème. Évidemment, c'est aussi une zone qui est très impactée par le changement climatique, donc c'est important de l'étudier maintenant pour essayer de voir comment est-ce que ça peut être impacté dans le futur. Dans tout ça, le mésozooplancton, il joue 2 rôles principaux. Dans un premier temps, dans le réseau trophique, comme vous pouvez le voir ici, c'est une composante essentielle du régime alimentaire de nombreuses autres espèces de l'écosystème. Et surtout, contrairement au phytoplancton, ça va être un groupe qui est disponible tout au long de l'année, pas seulement pendant la période de pluie. Le second rôle qu'il joue dans cet écosystème, c'est dans la pompe à carbone biologique, puisqu'il va produire des particules, donc que ce soit des mues, des carcasses ou des pelotes fécales, qui vont sédimenter comme ça dans la colonne d'eau. Ça permet de séquestrer du carbone, donc d'origine organique, dans les profondeurs des océans, et ça permet aussi, lorsque ces particules arrivent au fond, de nourrir le benthos. Dans la suite de la présentation, je vais me focaliser donc sur les copépodes, qui est la grande majorité du mésozooplancton en Arctique, mais aussi en général dans l'océan global. Et on va s'intéresser plus précisément aux pelotes fécales, parce que c'est une composante importante des flux de carbone et son importance varie grandement suivant les saisons et suivant les lieux auxquels on s'intéresse, mais ça peut vraiment représenter une grande majorité des flux. Donc pour répondre à cette problématique, on va utiliser une approche par trait fonctionnelle. Donc ça veut dire qu'on va pas s'intéresser aux espèces qu'on a dans notre environnement, on va plutôt se focaliser sur des traits qui vont impacter la finesse de l'organisme à l'échelle individuelle, qui vont impacter leur capacité à se reproduire et à survivre dans l'écosystème.
On fait ça parce qu'on veut essayer de comprendre à l'échelle de l'écosystème comment est-ce que toutes ces fonctions varient. Et si on se limitait à l'espèce, on perdrait de l'information parce qu'une même espèce, ça peut avoir différentes tailles d'organismes qui correspondent à différents cycles de vie et donc ils vont avoir des fonctions différentes dans l'écosystème. Ici, vous avez des exemples de traits sur lesquels on peut s'intéresser. Donc, ça peut être le régime alimentaire, ça peut être la capacité à faire des migrations verticales. Et aujourd'hui, donc comme vous vous en doutez, vu qu'on utilise des images, on va plutôt se focaliser sur la morphologie des organismes et des particules. Donc, ça peut être leur taille, leur opacité, etc. Et dans la baie de Baffin, cette approche, elle a déjà été utilisée donc pour les copépodes de la couche de surface. Par Laure Végrin et collaborateurs qui ont fait des liens entre la morphologie des copépodes, l'environnement et les fonctions qu'ils occupaient dans l'écosystème. Et d'un autre côté, ça a aussi été fait sur un sous-ensemble de particules par Emilia Trunowska et collaborateurs qui ont défini 5 grands groupes de particules et qui ont notamment regardé leur distribution sur des transects verticaux. Nous, ici, on est entre les deux. On aimerait bien faire le lien entre la morphologie des copépodes dans leur ensemble, pas seulement dans la couche de surface, et donc celle des pelotes fécales, parce que la morphologie des pelotes fécales, elle peut nous donner plein d'informations qui vont être utiles et qui vont avoir un impact sur les flux de carbone. Parce que des pelotes fécales de différentes tailles vont pas forcément sédimenter dans la colonne d'eau à la même vitesse et ça va donner des flux plus ou moins importants. Et donc, pour essayer de répondre à cette question, on a 2 principales parties. En premier, on va essayer d'identifier les principaux traits de variation morphologique des copépodes et des pelotes fécales. Et ensuite, on va essayer de voir comment est-ce que ces traits varient sur les plans horizontaux et verticaux dans notre zone d'étude. Donc, les données que j'ai utilisées ont été obtenues pendant la campagne Greenedge, qui a eu lieu pendant à peu près un mois dans la baie de Baffin. Donc, ici, vous avez le plan d'échantillonnage avec les 7 transects qui ont été faits perpendiculairement à la fonte de la glace, histoire d'avoir une image vraiment de l'écosystème en changement. Et pour chacune de ces stations, j'avais donc des profils verticaux qui ont été obtenus donc avec des rosettes CTD, comme vous pouvez le voir ici, qui permettent d'avoir toutes les conditions environnementales. Et avec cet outil, donc c'est un UVP, et c'est ça qui permet de prendre les images des particules in situ, donc vivantes ou non vivantes, dans la colonne d'eau. En général, il est intégré dans la rosette, comme ça on a vraiment les données couplées qui sont accessibles ensuite. Et ces images, donc ici je vous ai mis 2 exemples d'une particule non vivante et d'un copépode. On va avoir pour chacune d'entre elles une position spatiale, donc une profondeur et latitude, longitude. Et ensuite, elles vont être intégrées dans un processus automatique qui va permettre, avec des réseaux de neurones et du machine learning, d'obtenir un grand nombre de descripteurs morphologiques. Donc ça peut être par exemple le périmètre d'une particule, la longueur de son axe majeur, le nombre de pixels qui la composent, etc. Ces descripteurs, ils vont ensuite être intégrés dans un random forest qui va, dans un premier temps, déterminer si la particule est vivante ou non vivante. Et ensuite, va utiliser les descripteurs pour leur assigner une catégorie taxonomique qui reste toutefois assez large, donc ça peut être juste copépode, par exemple. Et nous, ici, vu qu'on s'intéresse à la morphologie, on va principalement utiliser les descripteurs morphologiques dans la suite des analyses. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est définir les conditions environnementales de notre zone. Pour ça, on s'est basé sur 2 principales variables. La concentration en glace de mer, qui est ici sur la gauche de l'écran, qui est obtenue par satellite, et la fluorescence, qui est ici moyennée sur les 400 premiers mètres de la colonne d'eau et qui est présentée sur la droite. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir 3 zones distinctes à partir de la concentration en glace de mer, avec du coup à gauche de la baie une zone qui est plutôt couverte de glace, alors que de l'autre côté, ici, on va avoir une zone qui est presque libre de glace avec des pourcentages vraiment faibles de concentration en glace de mer. Entre les deux, on a une zone qui est plutôt intermédiaire.
Et si on reporte ces 3 zones sur notre concentration notre quantité de fluorescence, on s'aperçoit qu'en fait, on a un gradient inverse avec une fluorescence qui augmente lorsque la glace de mer a tendance à diminuer, ce qui est assez logique et c'est ce à quoi on s'attendait. Donc ça va être nos 3 zones principales. Et maintenant qu'on a défini notre environnement, comment est-ce que la morphologie des copépodes et des pelotes fécales varie? On va commencer donc par les copépodes. On a pris toutes les copépodes qu'on avait sur l'ensemble des profils verticaux, ce qui nous fait un peu moins de 40 000. Et pour essayer de résumer les variations morphologiques, on va faire une analyse par composante principale sur 18 descripteurs. Ces 18 descripteurs, on peut les ranger en 4 principales catégories. Il y a ceux qui vont être en lien avec la taille des copépodes. Donc, ça peut être par exemple la longueur de l'axe majeur ou l'air. Ceux qui vont plutôt se rapporter à la transparence des copépodes. Donc là, c'est plutôt avec des descripteurs qui sont basés sur la valeur des pixels. Ceux qui vont être en lien avec la taille des copépodes, donc ils sont plutôt allongés, circulaires, et enfin ceux qui renseignent sur la complexité des copépodes. Et je vais détailler un peu plus ce trait après. Et donc pour résumer tout ça, on construit notre espace morphologique, c'est ce que vous avez ici représenté. Et le long des axes, pour mieux comprendre ce que ces axes représentent, on montre ici des espèces de petits portraits robots de copépodes qui correspondent aux valeurs des axes pour essayer de mieux comprendre à quoi est-ce qu'ils ressemblent. Donc le long des 2 premiers axes, c'est les 2 premiers traits qui expliquent le plus de variations morphologiques. On va avoir la taille qui est représentée avec des copépodes qui sont de plus en plus grands quand on se déplace vers la droite de l'écran, alors que c'est plutôt l'opacité qui est représentée le long du second axe avec des copépodes vraiment très opaques en haut de l'axe. Pour les 3e et 4e axes, donc on a en premier ici l'élongation avec des copépodes de plus en plus allongés, mais je ne vais pas détailler plus cet axe parce qu'on considère que c'est plus un artefact de la façon dont le copépode va être positionné quand il est pris en photo et qu'il n'y a pas vraiment de rôle écologique derrière ça. Et ici, on retrouve donc la complexité des copépodes et nous, on l'interprète comme une visibilité plus ou moins accrue des appendices, donc des antennes et des pattes des copépodes. Ici, par exemple, ils vont avoir, on voit pas très bien parce qu'ils sont aussi petits, mais ils vont avoir, par exemple, des antennes déployées. Donc ça, c'était la première étape pour les copépodes. Maintenant, si on essaie de faire la même chose pour les pelotes fécales, en fait, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas une catégorie directement simple qui nous dit que telle image, c'est une pelote fécale. Et donc, on a dû les trouver parmi le million d'images de particules non vivantes qu'on avait. Ici, je vous ai mis des images de pelotes fécales qui ont été obtenues dans la mer de Beaufort, dans des strapacédiments. Et en fait, on va s'appuyer sur leur morphologie qui est assez reconnaissable pour essayer de les identifier dans notre jeu de données. Encore une fois, on fait un espace morphologique. Cette fois-ci, on a plutôt la transparence le long du premier axe et la circularité avec des particules de plus en plus circulaires, rondes quand on va vers le haut. Le 3e axe représente plutôt la taille des particules et leur complexité sur le dernier axe. Le truc que nous, on a trouvé intéressant, c'est que ici, dans cette zone, il semblerait qu'on a des particules qui ressemblent à ce qu'on aimerait, à des potentiels pelotes fécales. Leur morphologie, elle est assez cohérente. Donc, on va essayer de les isoler. Et pour ça, on va faire du clustering, donc sur les positions de ce million de particules dans notre espace morphologique. C'est représenté ici avec nos 7 groupes qui sont colorés. Et comme vous vous en doutez, nous, on va se focaliser sur ce cluster, le cluster numéro 4. Et donc, ici, vous avez donc la distribution dans l'espace morphologique. Et là, c'est 200 images qui ont été prises au hasard parmi ce cluster pour essayer de voir leur morphologie à peu près à quoi elles ressemblent. Donc évidemment, il y en a quand même une bonne majorité qui correspondent à peu près à ce qu'on attend de pelotes fécales. Il y en a certaines pour qui, évidemment, c'est un peu moins évident. Le truc, c'est qu'on ne saura jamais si c'est vraiment des pelotes fécales ou pas. On les a juste prises en photo, les particules, on les a pas récupérées. Donc, une manière qu'on a choisie pour essayer d'avoir un peu plus confiance, c'est d'utiliser les données de trapacédiments qui avaient été déployés pendant Green Edge.
avec ce qu'ils ont récupéré, ils ont mesuré par microscopie la largeur et la longueur de toutes les pelotes fécales. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que c'est aussi des données qu'on peut avoir avec l'UVP. Donc ici, je vous montre la largeur et la longueur pour les trapacédiments, enfin les pelotes fécales des trapacédiments en noir et pour celles qu'on a identifiées comme pelotes fécales en blanc avec l'UVP. Évidemment, c'est assez clair que l'UVP, ce qu'on a identifié comme pelote fécale, c'est à peu près un ordre de grandeur plus grand que ce qu'on a dans les trapacédiments. On a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer ces légères différences. Déjà, entre les positions des trapacédiments et les stations qui ont été échantillonnées, il y a quelques différences spatio-temporelles. Ensuite, évidemment, l'UVP, il est limité par la résolution en taille. Il va pas pouvoir observer et enregistrer des particules qui sont trop petites. Et une des hypothèses majeures, c'est que les pelotes fécales, elles subissent de la fragmentation avant d'arriver dans les trapacédiments, alors que nous, avec l'UVP, on peut voir des pelotes fécales qui sont potentiellement plus fraîches. Une des traces de cette fragmentation, ça peut être les outliers ici sur la longueur, qui rejoignent donc des valeurs qu'on a, nous, avec l'UVP. Et ici, c'est une image qui est issue d'une publication où on voit donc des pelotes fécales qui ont été fraîchement produites par les copépodes, qui sont d'ailleurs ici. Et en effet, elles sont beaucoup plus longues par rapport à ce qu'on a dans les trapacédiments. Cette fragmentation, elle peut être due à l'effet des copépodes ou d'autres organismes sur les pelotes fécales qui vont s'en nourrir et qui vont donc les fragmenter dans la colonne d'eau. Ça peut être aussi dû à juste des phénomènes physiques dans l'eau qui les fragmentent avant qu'elles arrivent dans les trapacédiments. Et quelque chose qui nous conforte dans notre choix de cluster de pelotes fécales, c'est que les données qu'on a ici, c'est quand même des données qu'on retrouve dans la littérature pour les espèces de gros calanus, par exemple, qu'on a dans... Donc, on se considère satisfait par ce choix de cluster et on va maintenant regarder donc leur morphologie. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important pour les flux de carbone. Encore une fois, donc, un espace morphologique. Cette fois-ci, on a à peu près 100 000 particules qu'on a identifiées comme pelotes fécales. Et on a non plus la transparence, mais cette fois-ci, l'élongation qui ressort comme trait principal de variation morphologique. Avec des particules de plus en plus allongées lorsqu'on va vers le côté positif de l'axe. Ensuite, on a l'opacité des particules, avec des particules de plus en plus opaques quand on va vers le haut. Et les troisième et quatrième axes représentent la complexité des particules, qui ont tendance à être un peu plus floconneuses quand on va vers le côté positif, et leur circularité. Donc là, on a rempli notre première étape. On sait quels sont les principaux traits de variation morphologique pour les copépodes et pour les pelotes fécales. Maintenant, on va essayer de voir comment est-ce que ça varie dans l'environnement. Donc pour cela, on a déjà dû choisir quelle hauteur de la colonne d'eau nous intéressait. Et on s'est basé sur des profils d'abondance. Donc là, pour chaque transect, on a le nombre de copépodes et de particules identifiées comme pelotes fécales selon la profondeur. Et on a décidé de s'arrêter du coup à 400 mètres et de considérer les premiers 400 mètres de la colonne d'eau, puisqu'après on a vraiment peu de particules par profil. Et maintenant, je vais vous présenter ces variations morphologiques dans un premier temps sur le plan horizontal. Donc pour les copépodes, on va commencer par les copépodes. Ce graphe, et ça va être le même pour tous les autres sur l'horizontale, il représente donc notre zone d'étude, c'est le Canada et un bout du Groenland là. Et on retrouve les zones, enfin les limites de transition ici entre nos trois zones. Donc on a une zone tout à gauche qui est plutôt couverte de glace, à droite plutôt libre de glace, et une zone intermédiaire entre les deux. Pour la fluorescence, si vous vous souvenez, c'est le patron inverse avec une fluorescence qui augmente quand on se déplace vers la droite de la zone. Et la couleur ici, c'est une interpolation de la moyenne en chacune des stations sur les 400 premiers mètres des traits morphologiques. Donc ici, pour les copépodes, le premier trait morphologique, c'était la taille. Donc plus on va vers les verts bleus, plus les copépodes sont grands, plus on va vers les rouges, plus ils sont petits. Donc on voit clairement qu'on a un gradient ici avec des copépodes qui en sont plutôt petits dans la zone qui est riche et libre de glace, alors qu'ils ont tendance à être plutôt grands dans la zone couverte de glace.
Donc ça, c'est des résultats qui sont cohérents avec ce que Laure Villegrain avait obtenu et on peut l'expliquer par des copépodes qui vont plutôt être en diapause sous la zone couverte de glace, alors que de l'autre côté, là où c'est riche en fluorescence, on aura plutôt des jeunes stades avec des copépodes qui viennent juste d'éclore. Ensuite, on avait l'opacité des copépodes. Donc plus on est dans les violets, plus on est opaque, et plus on est vert, plus on est transparent. Donc cette fois-ci, on a plutôt une tendance à l'opacité dans la zone intermédiaire, et un tout petit peu ici dans la zone qui était vraiment très riche en fluorescence. Et ça, on peut l'expliquer par exemple par une visibilité plus importante des intestins, du tube digestif des copépodes sur les images d'IVP. Et le dernier trait que je vais vous présenter, donc c'est la complexité. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça représente plutôt la visibilité des appendices, et nous, on va le relier à un indice un peu d'activité des copépodes. Donc, plus on est dans les verts, plus ils vont être actifs, et plus on est dans les violets, moins ils vont être actifs. Donc là, on a quelque chose qui ressemble un peu au gradient de taille qu'on avait là. Et c'est assez logique puisqu'on aurait donc des copépodes en diapause qui sont pas forcément très actifs dans la zone qui est couverte de glace, alors que dans la zone plus riche en fluorescence, ils auraient tendance à plus se nourrir ou à plus nager et donc à être donc ça, c'était pour les copépodes. Si maintenant on regarde pour les pelotes fécales, donc on a toujours le même type de graphe. Le premier trait explicatif, c'était l'élongation des pelotes fécales. Donc plus on est vert, plus elles sont allongées, plus on est violette, moins elles sont allongées. Et cette fois-ci, on a plutôt des particules qui vont être moins allongées dans la zone qui est riche en fluorescence. Et cette différence d'élongation, on va plutôt la relier à des différences de communauté phytoplanctonique. Et je vais revenir un petit peu plus tard sur ce pattern-là qu'on peut voir. Pour l'opacité des pelotes fécales, donc plus on est vert, plus on est transparent, et plus on est dans les rouges de lait, plus on est opaque. Et là, on a tendance à avoir des particules identifiées comme pelotes fécales qui vont être plutôt transparentes dans la zone couverte de glace que celle riche en fluorescence. Donc une des pistes pour expliquer ça, ça peut être la différence de pigments qu'on a dans le phytoplancton. Puisque là, pendant le bloom, c'était plus du phéocystis, alors que, en général, dans la zone, on a plutôt des diatomées, et cette différence peut avoir dû à une différence d'opacité dans les pelotes fécales. Et enfin, le dernier trait, c'est la complexité des pelotes fécales, avec des particules qui sont plutôt floconneuses quand on est dans les verts, alors que là, leur périmètre est vraiment bien délimité lorsqu'on est dans les violets. On a toujours ce même type de gradient qui est relié un peu à la couverture en glace de mer. Et on a donc des particules qui ont tendance à être plus floconneuses dans la zone riche en fluorescence. Et ça rejoint des résultats qui ont été obtenus par Emilia Trybunowska, où elle avait aussi un ensemble de particules plus floconneuses dans cette zone. Le copépode d'un côté et les pelotes fécales de l'autre. Le dernier truc que je veux vous montrer sur l'horizontale, c'est qu'on peut aussi essayer de faire des liens entre la morphologie des copépodes et celle des pelotes fécales. Donc, ici, en bas, vous avez l'indice d'élongation qui correspond à notre premier axe, avec des pelotes fécales qui vont être de plus en plus allongées quand on va vers le déposit. Sur la verticale, ici, c'est l'indice de taille des copépodes qui est représenté, avec des copépodes qui vont être de plus en plus gros quand on va vers le haut. Et chaque point ici représente une station. Si on fait abstraction de la couleur et de la taille des points, on voit qu'on a quand même une relation qui semble plutôt positive entre les deux. Et si cette fois-ci, on prend en compte la fluorescence, donc qui est représentée par la taille des points et la concentration en glace, on voit que ce pattern, il est un peu plus complexe que ça. Si on s'intéresse aux zones riches en fluorescence, c'est un peu contre-intuitif, mais en fait, c'est là où on a les pelotes fécales les moins allongées. Mais c'est assez logique si on se rappelle que c'est aussi là où on trouve les copépodes qui sont les plus petits. Donc, on a des pelotes fécales moins allongées, des copépodes plus petits. Et on peut aussi faire le lien avec donc Phéocystis, qui était plutôt important dans cette zone pendant le bloom. Et en fait, c'est du phytoplancton qui est qualitativement moins intéressant pour les copépodes et qui peut aussi être plus difficile à ingérer pour eux. Donc, ce qui pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'on a des pelotes fécales qui sont plus petites. Si maintenant on va voir du côté des pelotes fécales les plus allongées qu'on a, c'est du coup, on trouve au même endroit des copépodes qui ont tendance à être de taille plutôt moyenne, qui se trouvent dans la zone aussi moyenne, avec une concentration de glace moyenne, une fluorescence moyenne. Et
qui produisent quand même les pelotes fécales les plus allongées qu'on observe. Ils ont donc accès à des proies dans la colonne d'eau que nous, on voit avec la fluorescence, puis le phytoplancton, et en général, c'est plutôt des diatomées dans cette zone-là. Mais ils peuvent aussi éventuellement avoir accès aux algues symphagiques qui sont sous la glace, et on sait que certaines espèces de copépodes peuvent s'en nourrir, et nous, on n'a pas accès à ces données avec juste la fluorescence. Et enfin, si on regarde ce que produisent les copépodes les plus grands, c'est des pelotes fécales en tout cas, ce qu'on trouve au même endroit que les copépodes les plus grands, sont plutôt des pelotes fécales moyennement allongées. Et en fait, c'est ceux qui sont dans la zone qui est vraiment très couverte de glace. Donc là, on peut faire l'hypothèse que simplement, ils ont moins de nourriture que les autres, ce qui conduit à donc des pelotes fécales moyennement allongées. Donc là, on voit qu'en fait, c'est pas aussi simple que ce qu'on pensait, la relation entre la taille des copépodes et la morphologie des pelotes fécales, et qu'on a donc besoin de prendre en compte tout l'environnement et les communautés phytoplanctoniques pour comprendre ce qui se passe. Donc voilà pour les variations sur l'horizontale, et maintenant on va essayer de voir si les patterns qu'on a observés, ils sont différents sur la verticale ou si on a des choses similaires. Donc on repart sur les copépodes. Donc ici, ces graphes, ils vont être pareils pour ce que je vais vous montrer après. Chaque point ici, ça représente la moyenne des stations à chaque profondeur pour un trait morphologique. Et la barre d'erreur ici représente l'écart solaire à la moyenne. Donc le premier axe que je vous présente ici, c'est la taille des copépodes, avec toujours des copépodes plus grands quand on va vers le côté positif de l'axe. Et on voit donc qu'on a une tendance à la diminution, surtout dans les 50-100 premiers mètres ici, avec du coup une taille des copépodes qui a tendance à diminuer avec la profondeur. Si maintenant on s'intéresse à un deuxième trait morphologique, donc c'était la complexité, avec des copépodes donc plus complexes et plus actives lorsqu'on est vers le côté positif, on a plutôt une tendance à l'augmentation avec la profondeur. Donc là, si vous vous souvenez de ce que je vous avais dit, sur le plan horizontal, on avait lié cette complexité accrue avec un indice d'activité accru pour les copépodes, parce qu'ils s'alimentaient notamment. Donc c'est pas très logique ce qu'on obtient. Normalement, plus il y a de nourriture, plus il devrait être actif, et ensuite ça devrait décroître avec la profondeur. En fait, ici, on fait l'hypothèse que c'est bien l'activité qui est représentée, mais que en surface, bon, déjà, il y a beaucoup plus de nourriture et il y a peut-être aussi des eaux un peu plus turbulentes. Donc, ils auraient besoin de faire moins d'efforts et d'être moins actifs pour pouvoir se nourrir. Alors que là, en profondeur, il n'y a pas grand-chose à manger. Et du coup, ils sont obligés de nager plus et donc de faire plus d'efforts pour pouvoir se nourrir. Donc ça, c'était pour les copépodes. Maintenant, on va regarder deux traits aussi pour les pelotes fécales. Donc toujours l'élévation, avec plus on est vers la droite, plus on est allongé. Et là, on a quelque chose qui est assez intéressant dans les premières dizaines de mètres de la colonne d'eau, c'est qu'on a deux transects, donc c'est le 3 et le 7, qui se situent à peu près au milieu de la zone d'étude. On a des pelotes fécales qui vont tendance à être très allongées en surface. Alors que de l'autre côté, ici, notamment, donc ça c'est le transect 2 et 6, qui vont avoir des pelotes fécales plutôt peu allongées en surface. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux branches-là d'élongation, elles se rejoignent dans les 50 premiers mètres. C'est là aussi où on a notre maximum d'abondance des copépodes. Et donc, on peut l'interpréter comme un signe, encore une fois, de la fragmentation des pelotes fécales par les copépodes, donc pour se nourrir ou principalement. Il y a plusieurs espèces qui sont connues pour faire ça dans la zone d'étude, comme Oitona ou d'autres Calanus. Et le second trait qu'on va regarder pour les pelotes fécales, c'est leur opacité. Donc là, plus on est vers la droite, plus on est opaque. Et cette fois-ci, on a une tendance plutôt forte à une opacification des pelotes fécales qu'on trouve avec la profondeur. Et là encore, ça peut être un indice donc de la fragmentation, enfin en tout cas que les copépodes viennent se nourrir de la matière organique, et ce qu'on a après, au bout d'un certain temps, avec la profondeur, c'est vraiment la matière très opaque et qui est pas forcément bonne pour eux à manger. Ça peut aussi être un indice de la densification des pelotes fécales avec la profondeur, avant qu'elles se stabilisent comme ça. Et donc ça, c'est des choses qui sont importantes à considérer dans si on veut, par exemple, calculer des flux de carbone. Donc,
voilà ce que j'avais à vous présenter. Donc là, je vais faire un petit récap de tout ce qu'on a vu, avec donc pour les copépodes une tendance à une opacité plus importante dans la zone intermédiaire, alors que pour la taille et la visibilité des appendices, on avait tendance à avoir des petits copépodes plutôt du coup ici, dans la zone riche en fluorescence, alors que ici, ils sont probablement plus en diapose et donc plus grands et moins épais. Pour les pelotes fécales, on avait deux gradients, une complexité qui augmente lorsqu'on va vers la droite de la baie, alors que l'élongation et l'opacité a tendance à être plus importante lorsqu'on va on est dans la zone plutôt couverte de glace. Et on avait relié donc ces variations-là à des différences notamment de communautés phytoplanctoniques. Pour ce qui se passe sur la verticale, on avait donc des copépodes plutôt grands et moins actifs relativement à ce qu'on trouve en profondeur, avec cette limite à 100 mètres là, où il y a un peu moins de variation. Et pour les pelotes fécales, on avait nos deux élongations de départ ici en haut, avec une diminution ensuite dans la colonne d'eau, alors que l'opacité, elle, augmentait plus avec la profondeur. Donc, en conclusion, le principal message ici, c'est que, en fait, pour comprendre la morphologie des particules non vivantes, et donc, a fortiori, celle des pelotes fécales, il faut pas seulement considérer les copépodes et la morphologie des copépodes, mais on a aussi besoin de prendre en compte les conditions environnementales et la composition des communautés phytoplanctoniques. Ces résultats préliminaires ici aussi, ils montrent le potentiel des données UVP donc ça veut dire qu'on peut visualiser et potentiellement identifier des particules qui ressemblent fortement à des pelotes fécales à partir des images. Ça nous permettrait d'avoir par rapport au trapacédiment une résolution spatio-temporelle plus importante. Et surtout, avoir accès à la morphologie de ces particules, c'est important dans le cadre donc des flux de carbone, puisque ça va impacter leurs propriétés biogéochimiques. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des pelotes fécales de différentes tailles vont pas sédimenter, ou de différentes formes, vont pas sédimenter de la même façon. Et ça va faire un export de carbone plus ou moins efficace. Et donc, l'idée dans la suite de mon doctorat, ce serait d'utiliser ces données pour essayer d'améliorer le compartiment mésozooplancton, donc dans un modèle biogéochimique global, modèle PISCES, qui est développé du coup à l'océan, et de voir comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer cette répartition en fonction aussi des particules. Donc voilà, donc merci de m'avoir écouté, merci aussi à toutes les personnes qui sont intervenues dans cette étude pour ramasser les données. Voilà. Merci. On est vers la salle. Il y a des questions? Oui. Merci, c'était une très bonne présentation. J'ai une question et je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais pourquoi tout le temps, comme artefact lié l'élongation pour les copépodes, ça peut être un thème de comment se prend ça, mais pas pour les spectacles. Et c'est comme vraiment un critère d'explication. Ouais. Voilà, justement, peux-tu répéter brièvement la question comme ça que c'est pas surprenant. Oui, donc la question c'était pourquoi est-ce que pour l'élongation des copépodes on la prend pas en compte dans les analyses, mais on prend en compte celle pour les pelotes fécales. Pour les copépodes, on la prend pas en compte parce que vraiment ça va dépendre de la façon dont ils sont pris en photo. S'ils sont pris en photo par le devant de la tête, ils vont juste apparaître un petit rond comme ça. Et ils ont une certaine liberté de mouvement quand même. Alors que les pelotes fécales, ça va en général sédimenter tout le temps de la même manière et donc être pris en photo plus ou moins tout le temps de la même manière. Et donc cette variabilité liée à la photo, elle est moins importante pour les pelotes fécales que pour les copépodes. C'est hyper intéressant. Moi, je travaille plus sur les dalles de glace et j'ai l'impression que dans le schéma conceptuel qu'on a plus ou moins admis, c'est que les copépodes, ils vont se développer sur les dalles de glace. Puis ils vont se reproduire et ça va être à la marginale des zones que tu vas retrouver tous les petits copépodes. Je me demandais pourquoi tu n'avais pas validé finalement cette hypothèse à travers tout ce que tu as fait. Ouais, c'est pas vraiment une question, mais c'est plus dans notre vision de la compréhension de comment les copépodes vont se développer. En tout cas, on a toujours, moi, de ce que j'ai lu principalement des travaux de Evalu, c'est que les copépodes vont croître sur les dalles de glace qui sont extrêmement riches en matière organique et essentiellement en lipides d'intérêt.
Et en fait, grâce à cette matière organique, ils vont être capables de se reproduire pour profiter en fait du boom phytochimique qui va se dérouler après. Et dans le contexte de ta recherche, en fait, tu montres exactement ça, tu montres qu'il y a des gros copépodes sous la glace. Donc, il y a tout. Et après, par la suite, tu retrouves des tout petits copépodes qui vont être à la généralisée. Et tu te demandais si tu allais interpréter tes résultats face à ces travaux précédents, en prenant en compte par exemple le passé. Donc la remarque, c'est que en général, on a défini, enfin, il est admis que les copépodes, ils utilisent les algues de glace pour se nourrir et qu'ensuite, au niveau de la zone marginale de glace, ils libéraient les petits copépodes qui éclosaient. Et ça correspond plutôt bien avec ce que j'ai ici. Et donc, oui, c'est vrai que c'est une, ouais, faudrait que j'en parle plus. C'est une bonne remarque parce que ça correspond assez bien avec ce qu'on a pour les copépodes. Du coup, on a des plus petits copépodes dans la zone du coup libre de glace, une opacité qui pourrait indiquer qu'ils se nourrissent plus, ou aussi une visibilité des œufs, parce que quand les copépodes ont des œufs, ils sont plus visibles sur les photos du VP aussi. Ouais, c'est une bonne remarque. Merci. Tu parles de la rougeur à un moment donné, sinon tu... C'est un petit ça. Est-ce que c'est une différence entre les espèces? Je suis sûre que la petite et les grands copépodes ont certains éléments de l'adulte. Que ce soit les espèces différentes en fonction de la taille. Je crois que justement, Laure, elle avait regardé ça. Et en final, c'était assez bien réparti. Par exemple, les adultes étaient retrouvés à peu près partout. Et c'était vraiment les jeunes stades qui se situaient dans la zone libre de glace, là où il y a le bloom. Donc c'était plus une répartition des stades de cycle de vie qu'une différence d'espèces. Ouais. Merci. Oui, j'ai des questions dans le chat. Gesh note que c'est très intéressant et dit merci beaucoup. Est-ce que les pelotes fécales pourraient aussi venir des appendiculaires, le krill, les Hyperidae ou les crevettes? Je crois que du krill, il y en a pas énormément par rapport aux copépodes. Enfin, en tout cas, nous, dans notre base de données d'images, c'était vraiment les copépodes qui dominaient. Et parfois même, par exemple, dans la coule de surface, c'était vraiment 90% du mésozooplancton. C'était les copépodes. Pour les appendiculaires, je crois que ici, on a plutôt identifié des pelotes fécales qui sont allongées en général. Et pour les appendiculaires, il me semble que c'est plutôt de forme ellipsoïdale. Donc, si je reviens sur ici, là, par exemple, ça va plutôt être, donc l'image D sur l'écran, ça va plutôt être la forme des pelotes fécales d'appendiculaires. Donc, comparé aux données que nous, on a isolées dans notre cluster, c'est pas vraiment ce qu'on obtient. Et ils sont aussi en beaucoup moins nombreux dans la zone. Oui, et il y avait une deuxième question de Gesh. Est-ce que tu as comparé tes tailles de copépodes avec la composition des copépodes capturés? Capturés par les filets? Je crois. Enfin, moi, je l'ai pas fait. Je me souviens plus si ça avait été fait dans l'article de Laure, mais probablement. En tout cas, dans notre jeu de données, les images pour les tailles de copépodes, ça varie entre moins d'1 millimètre jusqu'à un peu plus d'1 centimètre pour les plus gros qu'on a imagés. J'aimerais rajouter un commentaire sur le point crucial, c'est quand même de s'assurer que ce qu'on voit comme particule, ça pourrait être, on ne pourra pas dire que c'était des pelotes fécales, mais ça pourrait être des pelotes fécales. Le processus procède par élimination aussi. Si c'est pas des pelotes fécales, c'est quoi ces particules-là? Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre qui correspond à ce type de profil d'allure de morphologie des particules. Puis cet automne, on va faire des incubations de IML simplement pour les incuber, les laisser dans l'eau vitrée pendant 24 heures et regarder les pelotes fécales font des photos, puis on va faire des mesures de pelotes fécales sèches qui ne sont pas ni dans une trappe à sédiments où Margot en a parlé. Il y a la fragmentation, mais il y a aussi la conduction des pelotes fécales, en fait, parce que la matière organique,
utile et de qualité et souvent assez transparente, assez reconnaissable. C'est goûté par les copépodes des tout petits cyclopoïdes comme tous les tonnerres qui mangent de tous les bactéries, aussi les bactéries. Nous sommes cette matière organique particulière. Au bout d'un moment, tout ce qui reste, c'est un multiboudin plein de fustules de diatomées et de. Alors ça, c'est très opaque, c'est très petit. C'est ce qui reste. Donc, on va prendre des mesures de photos de pelote fécale sèche, on vient dans la parole. Oui, Gesh, si tu veux prendre la parole, peut-être apporter des précisions à ta question, si je l'ai pas bien retranscrite. Oui. Bon, merci beaucoup, hein, c'est super intéressant. Je comprends pour les copépodes de petite taille, tu mentionnes surtout les petites stades, hein, mais il y a quand même un paquet de petites espèces qui pourraient être aussi dans ta gang de petits copépodes. Donc, c'était pour ça que je voulais savoir si tu as regardé qu'est-ce qu'il y avait dans les échantillons pour mieux décerner, est-ce que c'est vraiment des petites stades de tes grands copépodes qui sont encore en diapause à l'autre côté de ton terrain, là? Ou est-ce que c'est la plupart des espèces qui sont des petites espèces avec leurs petites stades? Je pense que ça serait intéressant à voir parce que certainement, dans la pompe de carbone, ils sont quand même différents. Les petites espèces, ils font pas nécessairement une migration verticale, mais tes grandes espèces, ils vont en faire. Tout ça, ça joue certainement aussi là-dedans. J'ai une autre petite question, si je peux me permettre. Sur l'activité, donc la complexité. Je ne sais pas si j'ai bien compris, là. Donc, votre complexité, vous avez mesuré ça quand le copépode avait les antennes allongées vers les côtés. C'est bien ça? Ouais, en fait, la complexité, enfin, nous, on l'interprète comme ça parce que c'est du coup, notre axe, il est construit principalement par des morphologies, des descripteurs morphologiques qui vont avoir qui vont être en lien avec le périmètre, par exemple, de l'organisme. Donc, plus le périmètre est grand, plus ça veut dire que, par exemple, il a ces appendices qui vont être visibles. Il y a aussi un indice fractal du périmètre qui est pris en compte. Et donc, plus cet indice est élevé, en général, plus ça veut dire qu'on va voir des bouts de pattes ou des bouts d'antennes qui vont être visibles. Donc, aussi, bon, des pattes, comme tu dis, là. Pour les copépodes en diapause, souvent, ils sont dans l'eau avec les antennes quand même pas proches du corps. Donc, quand ils flottent, donc ça peut donner un biais à ton caractérisation d'activité, je pense. Je ne sais pas, Fred, qu'est-ce que tu penses là-dessus? Oui. Des fois, les copépodes, c'est vrai qu'ils sont verticales avec les antennes en parallèle. Donc, si on les voit, ces antennes-là, ça peut être complexe. Mais c'est délicat, on ne sait jamais, c'est qu'une hypothèse pour l'instant, c'est difficile de faire autrement. Mais par exemple, pour un gros copépode en diapose, si c'est que les antennes qu'on voit comme ça va quand même faire un indice de complexité moins grand que sur un petit copépode. Il y a les antennes déployées, les périopodes déployés, l'urosome bien visible, etc. Et puis en plus, il y a un petit corps, donc le rapport périmètre-surface va être plus grand, etc. Donc ça capture plus que les antennes déployées ou les antennes pas déployées. Mais c'est une hypothèse, effectivement. C'est assez complexe d'imaginer des expériences qui permettraient de valider ça. Il y a des aquariums, il y a des réservoirs à Villefranche où ils utilisent pour calibrer des bébés, mais trouver des copépodes en diapose, un aquarium, vous pourrez, pour le payer. Merci beaucoup. C'est un faisceau d'indices, hein, c'est un ensemble d'indices. Oui, non, je comprends. Ça ressemble à une expérience des années 80.
Merci, Gesh, tes interrogations. Et Margot pour tes réponses. Et Fred aussi. Est-ce qu'il y a des dernières questions dans la salle ou en ligne? Quel est le temps minimum de la particule que vous avez compté comme pellet? Nous, ça va à peu près 0,3 mm de large et un peu plus d'1 millimètre de longueur. C'est à peu près 1/10 de la taille d'un thalamus arboreus. Imaginaire et le right area tout fait pour les choses. Mais si on n'a pas cette forme allongée, tu vois, qui a été ajoutée par le siècle. Ah, l'autre bout, en haut, mais ok. Et je crois qu'il y a une dernière question. Ah oui, autant pour moi. Peut-être qu'on a déployé des trappes à 2 mètres. Donc, a priori, s'il va y avoir une plante pour les BP, taille et sélectionner une trappe, elle va être très vite. Et du coup, j'imagine que ça pourrait être de droite. Et on avait aussi des trappes à 25 mètres. Je me demandais si tu avais une différence de taille ou de sélectionner une trappe et du BP sur le profondeur à laquelle J'ai pas eu accès aux données des trappes à sédiments à 2 mètres. J'ai que celles à 25 mètres. Et du coup, pour faire la comparaison, j'ai pris donc des stations du VP qui étaient dans la même zone que là où les trappes à sédiments avaient été déployées. Et pareil, j'ai filtré, on n'a que les particules du VP qui ont été observées au-dessus de 25 mètres pour que ce soit un peu plus comparable. Mais du coup, je sais pas, celles à 2 mètres, elles ont été déployées pendant 48 heures aussi. Ok. Bah, peut-être que ça vaudrait le coup de regarder. Ouais, parce que même en ligne, là où il y a toutes les données qui sont accessibles, et je n'ai pas vu non plus. Je me demandais s'il y avait 2 mètres, il y avait moins de. Ben, potentiellement, ouais, il y a moins d'effets des copépodes ou du mésozooplancton qui fragmentent et on aurait peut-être que l'effet du fait qu'elles soient dans des trappes à sédiments, quoi. Donc ce serait assez intéressant de voir comparer. Après, ça se demande pas. Ouais. Dernière question, j'ai un flash qui vient de m'apparaître, là. Et tu sais que ça sédimente très vite, autour de 100 mètres, Marco. C'est quand même dans les 25 premiers mètres, par exemple, avec du VP, c'est quelque chose des produits. Là. Alors que dans les trappes à sédiments, on aura ce qui a été produit pendant les 48 heures. Et plus, la certaine dégradation, ce qu'on veut. C'est fixé dans la trappe à sédiments. Mais est-ce qu'on pourrait faire un ratio nombre de particules et nombre de périodes pour estimer un taux de production de notre fécal? Parce que ça, on le connaît, parce qu'il y a pas mal d'expériences des années 80, où on a les taux de production de notre fécal, on voit où on se situe, on voit la température, l'activité. Ça pourrait être intéressant de voir si on peut faire un taux. Si on peut estimer avec ça un taux de production de l'eau fécale, donc un taux d'ingestion finalement de nos pépérodes. Ça augmente Mais ça voudrait dire que les pelotes fécales qu'on observe, elles sont reliées aux copépodes qu'on observe au même endroit. Alors que Il y a le nombre de pellets fécales par. Oui, il y a une dernière question de Gesh. Oui, aussi dans ce sens-là, est-ce que vous avez des stations qui ont été faites le jour et la nuit? Donc, ça peut être aussi une source de variabilité pour la production des pelotes fécales. j'avoue que j'ai pas. Pour moi, c'était toutes faites de jour, mais il doit y avoir de la variabilité en tout cas. Et c'est vrai que ça serait intéressant de regarder parce que, en plus, je crois qu'il y a des études qui ont été faites dans les années 80-90 qui montraient que la production de pelote fécale n'était pas la même le jour et la nuit. Donc, ça serait intéressant. Ouais, faut que je vérifie ça, ouais. Cette saison-là, c'est plus souvent le jour que la nuit. Oui, dans tous les cas. C'est surtout à cause de la migration verticale qu'ils font, même s'il fait jour tout le temps, non? Je pense qu'on est bon pour la salle, Juliette. Oui, il n'y a plus de questions en ligne non plus.
Donc, merci beaucoup, Margot, pour cette présentation. J'en profite pour remercier aussi Richard pour la logistique de l'organisation de cette présentation. Et puis, on se donne rendez-vous en septembre pour les prochaines conférences de Québec Océan. Au revoir.